Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. Son nom de scène signifie gamine et pourtant elle a déjà tout d'une grande. Vous découvrirez la jeune chanteuse Kido. Et puis aussi personnel qu'universel, aussi réjouissant qu'intéressant, notre invité Namir Abdel Messé nous parlera de son film La Vierge, les Coptes et moi. Enfin, un château d'eau devenu lieu d'exposition, nous irons au Luxembourg où la culture envahit d'anciens bâtiments industriels. D'abord donc, bonjour à Namir Abdel Messé. On va parler donc de ce fameux film La Vierge, les Coptes et moi, qui est une très belle histoire, sortie le 29 août et on en entend encore beaucoup parler, ça se joue ici encore en France. Vous vous intéressez à une croyance sacrée, cette apparition de la Vierge pour les Coptes d'Égypte. Je ne sais pas si vous la remettez en cause, mais en tout cas, vous la questionnez. C'est pas simple, pas banal. Comment est-ce que vous le racontez un peu au début du film? Et dites-nous comment est-ce que vous avez eu ne serait-ce que cette idée? Oui, je la remets pas du tout en cause, c'est au contraire, elle me fascine. C'est-à-dire qu'un jour, une cassette vidéo arrive à la maison un soir de Noël où je suis avec mes parents et on reçoit des amis qui étaient en Égypte et qui nous disent « Tiens, la Vierge est encore apparue en Égypte ». Et cette fois-ci, on a même une cassette où ça a été filmé. Mais à ce stade-là, vous n'êtes pas très convaincu, on peut le dire comme ça au départ. Moi, j'ai pas vu la cassette, donc j'ai des choses dont j'ai entendu parler tellement de fois dans mon enfance. Je me dis, enfin, une cassette où je vais pouvoir voir quelque chose, c'est génial, je vais pouvoir voir la Vierge et tout ça. Je regarde la cassette et puis je vois comme d'habitude pas grand-chose, sauf que ma mère est à côté, elle se met à hurler, la Vierge est là, son ami aussi, et tout le monde se met à hurler, puis on se met à avoir une grande discussion à la maison. Et de là, je me dis, bon, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce que je vois, mais ma mère, c'est sûr qu'elle voit quelque chose. Et de là, je me dis, il y a un vrai sujet de film, c'est comprendre qu'est-ce que les Coptes... Et au-delà des Coptes, qu'est-ce que les Égyptiens, parce que la Vierge est vue aussi par des musulmans, elle a un culte très très important en Égypte, voient et pourquoi ils y croient autant. Donc c'est ça le point de départ. C'est aussi un très beau film sur ce rapport entre musulmans et Coptes chrétiens d'Égypte qui donne ce côté justement universel. On va évidemment continuer à en parler ensemble. On va ouvrir une page musicale, vous allez peut-être la découvrir. C'est une jeune Française de 22 ans au talent prometteur, soutenue par sa maman, l'actrice Zabou Bretman. Kido vient de sortir son premier album enregistré à New York. Nous l'avons rencontrée. Kido, ça veut dire gamine, un surnom donné pendant l'enregistrement de son premier album par ses musiciens new-yorkais. Avec eux, elle débarque à Paris, direction Montmartre. Objectif, faire connaître sa musique à même la rue, n'importe quand, n'importe où. On se sent très libre déjà, et en plus faire de la musique, c'est quand même ça à la base, c'est vraiment de partager ça avec le plus de gens possible, n'importe qui, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas l'audience. Entre des études de droit et la musique, elle a longtemps hésité. Le coup de pouce viendra de sa mère, la réalisatrice Zabou Bretman. Elle lui commande 2 musiques de film, histoire de la mettre sur la bonne voie. Quand je suis rentrée en droit, bizarrement, c'était vraiment le monde à l'envers. Elle comprenait pas, elle était déçue, elle voulait vraiment que je fasse de la musique. Donc elle m'a offert de belles opportunités, bien sûr. Et après, elle m'a toujours poussée à le faire. Je suis une part. À 22 ans, et un sens aiguisé de la mélodie, Kido fait partie des belles promesses musicales de cette rentrée. Et voilà pour Kido et la musique. Et on en revient à La Vierge, les Coptes et moi, qui est à voir, faut le rappeler aussi, au Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec en ce moment. Peut-être que d'abord, on va regarder quelques images du film pour continuer à en discuter. Ce soir-là, j'allais fêter Noël chez mes parents. Soher, une amie de ma mère, avait apporté une cassette vidéo. Elle nous a raconté que la Vierge Marie était apparue en Égypte, devant des centaines de milliers de Coptes. Franchement, ça fait longtemps que je croyais plus à ces histoires. Jusqu'au moment où ma mère s'est mise à hurler qu'elle venait de voir la Vierge. Je me suis dit que je tenais un sujet de film. Les subventions? C'est vrai? Film de Namir 8e. Mais pour tous les Égyptiens, chrétiens ou musulmans, la Vierge Marie est très appréciée. C'est la plus parfaite des femmes et la mère idéale. J'ai vu la lumière qui sort de ces statues, qui a tourné dans la pièce plusieurs fois. Ma mère a voulu savoir ce qui me manquait pour que je termine mon film. Je lui ai dit que je voulais reconstituer une apparition de la Vierge dans notre village, avec tous les membres de notre famille. Tu touches pas à ma mère et ma sœur et ma famille. C'est un film de merde. Répète ce que tu viens de dire là. C'est un film de merde. Elle a accepté de m'aider.
Et voilà, La Vierge, les Coptes et moi. Namir Abdel-Messé, on le comprend, un personnage central dans votre film, c'est votre maman, qui n'a pas toujours été réjouie, on l'a entendu, à l'idée de ce film. Parlez-nous de son rôle dans ce projet. Mais elle a changé d'avis après avoir vu le film, quand même. Mais son rôle, c'est un rôle qui est compliqué parce que le film c'est l'héroïne du film en quelque sorte, mais elle ne le sait pas. Elle ne l'a jamais su pendant tout le tournage, puisque l'idée c'était effectivement de l'intégrer dans le film sans qu'elle sente qu'elle était un personnage du film, parce que j'avais peur qu'elle ne soit pas naturelle. Quoi. Le film est assez documentaire là-dessus. Donc elle me demandait mais c'est quoi ton film, c'est quoi ce scénario? Et puis avec l'équipe on essayait tout le temps de l'entourlouper un peu en disant on sait pas trop, on va tourner, on va filmer un truc autour des apparitions, jusqu'au jour où elle voit le film en salle et elle découvre qu'elle est dedans et qu'elle est le personnage principal. Et c'est toute la difficulté de faire un film sur sa famille aussi, j'imagine que c'était dans votre tête, parce qu'évidemment on a envie de leur rendre honneur aussi. Ça a un peu été une difficulté pour vous au tournage, ou ça vous a porté ou... Non, c'est-à-dire que moi j'avais envie de filmer des gens de ma famille parce que c'est des gens que j'aime beaucoup et je trouve ils sont beaux et je voulais les rendre beaux à l'image. Mais après, mon rôle de réalisateur, c'est d'arriver à en faire en sorte des personnages de cinéma pour que le spectateur regarde et n'ait pas l'impression d'être exclu de cette histoire-là. Donc le fait de travailler avec une équipe et de réfléchir à une manière de filmer puis à créer un dispositif un peu étrange pour les mettre en scène, c'est ça qui a permis, à mon avis, de les faire exister en tant que personnages dans un film. Et les gens en Égypte, quand le film a été montré, j'étais très content parce qu'il y a des musulmans qui ont vu le film, qui ont dit mais j'ai l'impression de voir ma mère, j'ai l'impression de voir ma grand-mère, et là je me suis dit j'ai réussi quelque chose, quoi. On a dépassé la frontière religieuse ou communautaire pour arriver à quelque chose de plus large, et c'était ma grande satisfaction, ça. Alors justement, vous avez grandi en France, et je crois que vous n'aviez pas forcément envie de retourner en Égypte, de vous intéresser justement à la foi, à cette communauté copte. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Est-ce que c'était aussi pour vous un retour aux sources nécessaires? C'est pas que j'avais pas envie d'y retourner, c'est que je ne savais pas comment y retourner. Parce que, moi, j'ai la double culture, et à un moment, quand on est adolescent, c'est en conflit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se positionner. Est-ce que tu es français? Est-ce que tu es égyptien? Donc moi, quand j'étais en Égypte, je me sentais français. Quand j'étais en France, je me sentais égyptien, et j'arrivais pas à faire la part des choses. Donc j'ai eu une période où j'ai décidé, je serai ça, et je suis plus égyptien, et j'ai plus rien à voir avec l'Égypte, et je renie mes origines et tout ça. Et puis à un moment, on grandit, et puis là, tout à coup, on se dit, mais en fait, je suis les deux, quoi. Et j'ai envie de faire le lien entre les deux. Donc le film était aussi pour moi un moyen de me dire, voilà, maintenant, je suis plus un enfant, je suis plus un adolescent rebelle et tout ça. J'ai plutôt envie de comprendre et de relier en fait ces deux identités. D'assumer votre double culture, exactement. Même dans votre travail de réalisateur. Vous mettez aussi, et ça c'est très drôle, en scène les appels d'un producteur du film. Il y a un côté un peu making-of qui est assez drôle. Et justement, à la fin, la toute dernière, il vous parle de cette fameuse révolution en Égypte. Et vous dites, mais de quoi tu me parles? Ça a quand même un peu influencé votre regard au moment où vous faisiez le film, ou finalement vraiment pas du tout? Non, la révolution est arrivée à la fin du tournage, vraiment à la fin. On commençait même à travailler sur le montage quand il y a eu ces événements-là. Donc ça n'a pas changé mon regard sur ce que j'ai tourné. C'est juste qu'au moment du montage, on s'est posé la question de dire comment on se positionne par rapport à cette révolution. Est-ce qu'on l'intègre ou pas dans le film? Et moi, je me suis dit, si on ne l'intègre pas, ça va poser un problème parce que les spectateurs, à un moment, ils vont voir le film, ils se disent mais pourquoi ils ne parlent pas de la révolution? Donc je me suis dit, il faut résoudre ce problème, et donc on a trouvé cette idée, à un moment, ce que m'a dit le producteur à un moment, d'intégrer la conversation avec le producteur qui dit mais tu sais, si tu parles de la révolution, on va réussir à trouver des chaînes de télé intéressées pour le film. Et je lui dis mais je sais pas de quoi tu me parles. Et puis voilà, comme ça c'était une pirouette pour évacuer cette question-là. Et après, ce qu'elle a changé, je ne sais pas ce qu'elle a changé dans la vie des gens du village. Je ne suis pas sûr qu'elle ait changé grand-chose, en tout cas sur leurs conditions de vie qui ne sont pas très faciles. Il y a encore beaucoup de choses à faire en Égypte. En tout cas, vous donnez une très belle image et beaucoup d'émotions, on sent dans ce film La Vierge, les Coptes et moi. On va rester ensemble encore quelques minutes. Je ne sais pas si vous connaissez le Luxembourg. Là, on est dans un lieu très différent. C'est un pays un peu moins pauvre. Voilà, un pays un peu moins pauvre, qui est très riche aussi en culture. On va justement aller à Dudelange, plus précisément, où des anciennes friches industrielles sont transformées en espaces culturels. Exemple avec ce nouveau lieu consacré à la photographie. Un ancien château d'eau accueille désormais les photos d'Edward Steichen sur la Grande Dépression aux États-Unis. À 56 mètres au-dessus du sol, au sommet d'un château d'eau, bienvenue dans les hauteurs de Dudelange. C'est ici que se tiendra désormais l'exposition The Bitter Years, les années amères de Steichen.
84 clichés sur la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 30, que Steichen a légué en 1967 au Luxembourg, son pays natal. Je pense que déjà, comme beaucoup d'immigrés, même s'il est parti très tôt du Luxembourg, il a toujours ressenti un lien très très fort avec le pays, surtout à travers sa maman, qui était une femme très très forte, qui lui a inspiré sa vision humaniste. Pendant longtemps, ces clichés ont été abrités par le Musée d'art moderne de New York. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il trouve à Dudelange un refuge permanent. Une manière pour le Luxembourg d'accroître son rayonnement culturel. S'il y a une chose dont les gens pensent qu'ils le connaissent chez nous, c'est donc la place bancaire. Ce n'est qu'une infime partie de ce Luxembourg qui, tout en étant de taille réduite, est autrement plus grand en richesse humaine, culturelle. L'État du Luxembourg a entièrement financé la rénovation du site de Dudelange. Au début du XXe siècle, la ville était un haut lieu d'exploitation de minerais de fer. La sidérurgie est à cette époque le poumon économique du Luxembourg. Jean Bach est un des descendants des émigrés qui ont travaillé sur ce site. Aujourd'hui, il souhaite faire de cette ancienne plateforme industrielle un lieu culturel incontournable. Tout ça fait partie également de mon histoire, de l'histoire de cette ville. Plus de 80 nationalités vivent ici à Dudelange. Il y a toujours de notre part une volonté de ne pas perdre leurs traces. C'est une histoire qui doit continuellement être sauvegardée, mais sans oublier pour pointer vers l'avenir. La série de clichés des Bitter Years, les années amères de Steichen, sera accompagnée d'expositions temporaires de photographes actuels, faisant désormais du site de Dudelange une porte ouverte entre deux siècles. Et voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. Merci encore à Namir Abdelmessé d'être venu nous parler de la Vierge. Les Coptes et moi, toujours en salle en ce moment, et à l'affiche du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, c'est jusqu'au 21 octobre prochain. Merci encore. Merci. On va terminer justement avec un autre film à découvrir. Rebelle, le réalisateur Kim Nguyen y raconte le drame des enfants soldats en République démocratique du Congo. Merci à tous de nous avoir suivis.